Alors, correction du DS numéro 2, exercice 2. Alors, dans un premier temps, on a un ressort vertical auquel on accroche une masse petit m, ici, et la masse est à l'équilibre. Donc là, les forces qui s'exercent sur cette masse se compensent. Donc la somme vectorielle des forces qui s'exercent est égale au vecteur nul. Là, la masse est en suspension, elle n'est pas sur un support, donc il n'y a pas la réaction du support, il y a juste la force de rappel du ressort, que j'ai appelé T ici, mais on peut l'appeler F, c'est pas un souci, et le poids. Alors attention, ici, il n'y a pas de tension de fil, puisqu'il n'y a pas de fil. Il y a juste la force de rappel du ressort. Bon, c'est cette force de rappel du ressort qui potentiellement est un souci dans son expression. Alors, là, je vous ai fait dans la correction de démonstration rigoureuse à partir de la formule ici générale, que j'ai réadapté, puisqu'ici on a un axe des Z vertical et avec des coordonnées Z et Z0 sur cet axe. Z0, je rappelle, c'est la coordonnée du ressort, la coordonnée de l'extrémité du ressort à vide, c'est-à-dire ici, et Z, c'est la coordonnée de l'extrémité du ressort lorsqu'il y a la masse. Alors, je vais faire une démonstration légèrement différente de la correction, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allongement ici du ressort, ça représente ça. D'après les notations ici choisies, L0, longueur à vide, et L1, longueur du ressort lorsqu'il y a la masse, l'allongement, que je vais appeler delta L, c'est évidemment L1 moins L0. Donc ici, cet allongement, il est évidemment strictement positif. Donc la force de rappel du ressort ici, vecteur T, je peux le voir comme étant moins K delta L UZ, le vecteur unitaire de l'axe des Z qui oriente l'axe du ressort. Alors, est-ce que cette force T est bien une force de rappel, c'est-à-dire qui tend à ramener le ressort dans sa position d'équilibre? Donc, ça, c'est vrai si ça, c'est négatif. Si ça, c'est négatif, tout ce qui est devant UZ, si c'est négatif, ça veut dire bien que la force T, le vecteur T, est de sens contraire à UZ, donc force de rappel. On a ça qui est positif, d'après ma définition, K qui est négatif, K qui est positif, pardon, et moins K qui est négatif. Donc, ça, c'est bien négatif. Voilà. Donc, une façon peut-être plus simple de le voir, attention ici, dans cette situation à l'équilibre, c'est tout simplement, voilà l'expression de la force de rappel du ressort, trouvée peut-être plus simplement. Et si vous regardez bien, on obtient la même chose en partant de la formule générale qui marchera à tous les coups, hein. Ce qui est logique. Voilà. Donc il faut trouver évidemment une force de rappel, pardon, il faut trouver une constante de raideur K strictement positive. Constante de raideur strictement positive, sinon ça n'a pas de sens. Et de marquer des unités. Donc là, les deux possibilités étaient possibles. Des K, d'après la relation ici, c'est des newtons que divise des mètres, donc c'est newton mètre moins 1. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur ça. Alors la démonstration peut-être la plus difficile, elle est ici. Donc, on veut trouver l'équation différentielle de la masse lorsqu'elle est en mouvement. Donc là, on a le ressort à vide. Il faut vraiment la maîtriser, cette démonstration. Ressort à vide. Je mets la masse, le ressort s'étire. Mais là, je suis à l'équilibre ici, dans ce deuxième schéma. Dans ce troisième schéma, je retire sur la masse, donc je tire de nouveau le ressort et je lâche. Donc ça va osciller. Je néglige les forces de frottement. Il n'y a toujours que deux forces qui s'exercent, le poids et la force de rappel du ressort. Mais la force de rappel du ressort n'est pas la même que dans la situation précédente, parce que la force de rappel du ressort, vecteur T, dépend de l'allongement. Quand l'allongement varie, la force de rappel change.
On peut toujours le voir comme étant moins k delta L sur vecteur UZ. Là, c'est un delta L prime. L'allongement, là, c'est plus le même que dans la situation d'avant, puisque la masse, elle est ici. Ressort à vide, il est ici. Donc l'allongement, c'est tout ça là. C'est tout ça. Là, j'ai fait une photographie à l'instant T de la masse qui est en train d'osciller, qui est en train d'osciller. Donc ça représente le delta L qui vaut quoi? Et qui vaut ça, si je change de couleur, qui vaut ça plus ça. C'est-à-dire, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre sur pause, évidemment. Ça vaut delta L, ça, et c'est L1 moins L0 de tout à l'heure, plus ça qui vaut Z. Donc ça, c'est le delta L', pardon. Delta L'. Donc l'allongement varie, la tension du ressort, pardon, la force de rappel du ressort varie. Donc ce qui nous fait moins K L1 moins L0, attention parenthèse ici, moins KZ, encore parenthèse, vecteur UZ. Si je réinjecte le delta L' là que j'ai trouvé, si je réinjecte là-dedans. Et par rapport à moi, ce que j'ai trouvé grâce à la formule générale ici, on retrouve exactement la même chose. Voilà, si je développe, hein, ça fait exactement la même chose, moins KZ, parenthèse moins KZ, moins KL moins L0, parenthèse UZ. Voilà, c'est exactement la même chose. Bon, si j'applique le principe fondamental de la dynamique à la masse, petit m, dans cette situation qui est en mouvement. Donc là, le Z, le Z de la masse varie, donc elle a une vitesse, elle a une accélération. Voilà, donc quand je projette ce vecteur accélération, ça me donne AZ qui vaut Z point point, dérivée seconde de Z par rapport au temps. Et là, la difficulté, c'est que là-dedans, il y a quelque chose qui se simplifie. La masse, le poids là, doit disparaître à la fin dans l'équation différentielle. Pourquoi? Parce que je me sers de ce que j'ai trouvé dans la question d'avant. Voilà. MGZ, c'est KL1 moins L0. MG plus, moins MG plus KL1 moins L0 s'annule. Donc, il me reste deux termes dans l'équation différentielle. Un terme en Z point point, un terme en Z. Équation différentielle du second ordre à coefficient constant, dont les solutions sont cette forme-là. Mais ici, on ne cherche pas du tout à trouver Zm et phi. Attention, il faut s'adapter aux questions. On cherche juste à trouver la période des oscillations. Et la période des oscillations, je la trouve à partir de la pulsation. Donc, le terme que j'ai entouré qui est devant Z de t, à condition que le coefficient qui soit devant Z point point soit égal à 1. Donc, le coefficient qui est devant Z de t dans ces conditions-là, c'est la pulsation carrée, oméga 0 carré. Voilà. Alors, attention, là, il y avait une racine carrée qui manquait, sachant que la période, c'est 2pi sur oméga. T égale 2pi sur oméga, donc T, ça fait ça. J'isole K pour trouver la valeur. Alors attention, ici, le T est au carré, le T0 est au carré, donc il ne faut pas l'oublier ici, hein. La seule chose que je peux faire pour comparer les deux valeurs de K que j'ai trouvées par deux méthodes différentes, c'est de faire un écart relatif. Voilà. Ensuite, dans la question 2, on fait la même chose, sauf que la masse, elle plonge dans un liquide et plus dans l'air. Donc, on ne pourra pas négliger la poussée d'Archimède du liquide
sur la masse. Donc, on s'intéresse à la masse, donc aux forces extérieures qui s'exercent sur l'objet de masse petit m, là. Ça. Alors, j'ai le poids, j'ai la force de rappel du ressort, et j'ai la poussée d'Archimède, qui est verticale vers le haut, hein. Toujours verticale vers le haut, la poussée d'Archimède. Alors, attention. Là, de nouveau, là, je suis à l'équilibre. Là, en fait, je suis dans la situation de la question 1.1 à l'équilibre, sauf qu'en plus, je plonge la masse dans un liquide où je ne peux pas négliger la poussée d'Archimède. Voilà. Donc, poussée d'Archimède verticale vers le haut. Donc, j'ai les forces qu'on pense. La somme vectorielle des forces qui s'exercent, somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Donc là, il y a trois forces. Et c'est à partir de là, quand je projette sur l'axe vertical, que je vais trouver la valeur de la poussée d'Archimède. Je ne peux pas utiliser ici que la norme, la valeur de la poussée d'Archimède, c'est la masse de fluide déplacé fois G, parce que je ne la connais pas. Et je ne peux pas dire que la masse de fluide déplacé, c'est la masse de l'objet, petit m. Ça, c'est faux. L'objet est totalement immergé. Et ce que j'avais dit, moi, c'est quand l'objet est totalement immergé, le volume de fluide déplacé est égal au volume de l'objet. OK? C'est différent. Donc là, je ne peux pas utiliser ça parce que là, en fait, notamment, je ne connais pas la masse volumique du fluide, du liquide. Donc, je ne peux pas utiliser cette expression. Je passe par un moyen détourné, c'est-à-dire à l'équilibre, relation entre les trois forces, projetées. Voilà. Et je retombe sur la valeur annoncée. Nouvelle situation. Plus de ressort du tout. Je lâche l'objet de masse M dans le liquide. Donc l'objet va se déplacer à cause de la gravité, du poids, de son poids. Les trois forces s'exercent. Le poids, la poussée d'Archimède, que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé la valeur dans la situation précédente. Et la force de frottement, formule de Stokes, on va dire, formule de frottement fluide qui s'exerce sur l'objet, le solide, exercé par le fluide. Alors, cette force, attention, là, vous me faites une grosse magouille de signes, hein. Donc, on vous donne l'expression de la force, on est déjà sympa. Potentiellement, elle est à connaître, cette formule. Moins alpha vecteur vitesse, vecteur vitesse. Donc, la force, elle s'oppose au vecteur vitesse. L'objet, il va descendre, hein. Le vecteur vitesse est comme ceci. Alpha strictement positif. OK, donc la force, elle est collinéaire de sens contraire au vecteur vitesse, donc vers le haut également. Alors, là où j'ai un problème, c'est quand je quand je veux trouver la projection ou la norme de la force, cette force F. Alors, ce que je fais ça en deux temps. Là, il y a le vecteur vitesse, hein. Je ne peux pas me débarrasser du vecteur aussi facilement. Il faut que je fasse attention. Donc là, je vais écrire ici le vecteur vitesse. Comme le vecteur vitesse, il est vertical vers le bas, l'objet descend. L'axe des Z est vertical vers le bas. Le vecteur unitaire UZ, pareil. Donc le vecteur vitesse, de manière évidente, c'est plus VUZ. Et je remplace le vecteur vitesse là-dedans. Ce qui me fait moins alpha. Je ne tripatouille pas les signes du tout. Et je remplace vecteur vitesse par VUZ. Je regarde les signes. Ce V là, c'est la norme de la vitesse. Il est strictement positif, hein. Alpha strictement positif. Donc tout ça, strictement négatif. Et c'est tout à fait cohérent avec le sens du vecteur force. Il faut quand même que votre relation, au final, soit cohérente avec le sens de la force. Hein. J'enlève ça pour faire un peu de place. Rappelez-vous,
quelque chose d'important, ce qui est devant le vecteur unitaire ici, c'est la coordonnée. Donc ça, c'est la coordonnée de f sur l'axe des z, fz. Je vais m'en servir quand je vais projeter la relation, le principe fondamental de la dynamique. Voilà. Je projette sur l'axe des z, la somme vectorielle des forces est égale à la masse fois vecteur accélération de l'objet. Je projette l'accélération, ça fait AZ. Attention, AZ, n'allez pas directement à l'accélération. AZ. Le poids mg, c'est vertical vers le bas. Le poussé d'Archimède, vertical vers le haut, donc moins A. Et projection de la force F, là, c'est Fz, donc moins alpha V. Moins alpha V. À aucun moment, il y a un magouille de signe. La deuxième difficulté, c'est de voir. On ne cherche pas l'équation rare, là. On cherche pas le z de t. On cherche la vitesse. Donc, il faut bien comprendre comment on arrive à passer de A à Z à V. On sait que A à Z, il y a quelque chose, il y a un lien avec la vitesse, avec la dérivée. Bon, il y a toujours potentiellement une histoire de signe. Ce qui est toujours vrai, c'est que A à Z, c'est d de Vz sur dt. Ça, c'est toujours vrai, ça. La relation entre coordonnées. Ce qui n'est pas toujours vrai, c'est A n'est pas toujours égal à dv sur dt. L'accélération, la valeur de l'accélération n'est pas toujours égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Entre coordonnées, oui. En fait, comment je passe de vz à v, c'est de quand j'exprime là, quand j'ai exprimé le vecteur vitesse, voilà, tout à l'heure, là, je l'ai écrit ici aussi, le vecteur vitesse, c'est plus v uz. Donc vz, c'est v, c'est bien v. Ça vient du fait qu'en fait, le vecteur v, il est vertical vers le bas, que l'axe des z, il est vertical vers le bas aussi. Donc AZ, c'est dv sur dt que je remplace là-dedans. dv sur dt. Donc j'ai la dérivée de v. Ça ressemble à l'exercice du tracteur, ça, hein. Donc là, j'ai dérivé de la vitesse par rapport au temps. Là, j'ai la vitesse, v de t. Voilà, que je réarrange. Si je regarde bien, là, tout ça, c'est mg-a, c'est un terme constant. Je réarrange tout ça, je trouve les solutions, je passe, parce que ça, c'est pas le plus dur. Voilà. Et j'arrive à une relation qui ressemble à ce que j'avais vu là sur l'exercice du tracteur. Il y a une vitesse limite, quand je fais tenter vers plus l'infini. Ça ressemble furieusement donc à la même courbe. La vitesse V tend vers la vitesse limite quand t tend vers plus l'infini. Dit autrement, la vitesse limite est une asymptote horizontale de la courbe. Voilà. Et après, la toute dernière question, la 3.6, pareil, ça ressemble encore une fois à ce qu'on avait fait dans l'exercice du tracteur. Là, il faut utiliser la propriété que j'utilise sur cette ligne-là, qui est ln de exponentielle de x égale à x. La fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques. C'est ce que j'utilise ici pour me débarrasser, entre guillemets, de la fonction exponentielle et pour isoler le T1, parce qu'en fait, je cherche T1 ici. Et le T1, il est dans l'exponentielle. Donc l'exponentielle me pose problème et pour m'en débarrasser, entre guillemets, je compose des deux côtés par la fonction logarithme népérien. On va rajouter ici des parenthèses. Voilà. Et je trouve que voilà pour cet exercice 2 et pour la correction du devoir. Donc travaillez bien ça, c'est important, et travailler aussi les exercices. Moi, je sais qu'il y a pas mal de choses à faire, mais vous avez du temps pendant les vacances à travailler ça.